Le 10 janvier 1998, vers 7h du matin, trois amis se rendent à une partie de chasse. Derrière eux, un autre chasseur les suit avec son chien dans son propre véhicule. Sur le chemin qui les mène au lieu de chasse, ils observent, étonnés, un disque géant qui plane à une dizaine de mètres du sol. À partir de ce moment-là, leur vie ne sera plus jamais la même. À l'époque, des enquêteurs de Lumière dans la nuit, la revue célèbre, et même l'astrophysicien Jacques Vallée avaient enquêté sur cette affaire, sans avoir véritablement le fin mot de l'histoire. Tous en étaient certains, ce matin-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. OVNI, l'affaire Aravilliers. Ce soir, je vous en dis toute la vérité, rien que la vérité, celle de mes invités. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belanca. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. Que s'est-il passé ce 10 janvier 1998 dans la commune d'Aravilliers? Des êtres venus d'ailleurs, de notre espace-temps, d'une autre dimension, sont-ils venus pour en savoir plus sur notre civilisation? Ce qui semble totalement fou, à savoir une rencontre du troisième type, une abduction, a-t-elle vraiment eu lieu? On en parle ce soir avec mes invités, à commencer par une jeune femme. Elle était toute petite à l'époque, on s'est demandé ce qu'elle était devenue, on l'a retrouvée, Cynthia Cazeneuve. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes peut-être un personnage, l'un des personnages les plus emblématiques de cette histoire, parce qu'on va découvrir, après avoir regardé le documentaire, qu'il vous est arrivé quelque chose lors de cette matinée-là. Et depuis, il s'est bien sûr passé d'autres choses. Oui. On va voir tout au long de l'émission ce qui s'est passé ce jour-là, mais vous, ça a engendré des bouleversements. Vous avez toujours refusé de parler de tout cela. Oui. Je vous remercie d'être ici ce soir. Et en fait, vous êtes là à l'initiative de l'homme avec qui j'ai fait un dossier inexpliqué. Là-bas, c'est Jocelyn Keller. Salut Jocelyn. Salut Bob. C'est vrai que le 1er mai, il y a 5 ans, oui. Alors que tout le monde dormait, on est allé à 7h du matin à Aravilliers pour découvrir cette histoire. Je le disais, c'est l'un des cas les plus emblématiques de l'ufologie finalement. Ah bah à mon avis, c'est le grand cas des 20 ou 30 dernières années en France. Moi, j'en ai beaucoup discuté avec des spécialistes à droite et à gauche. On ne connaît pas d'autres affaires aussi spectaculaires. Depuis les années, sur les années 2000-2010, il n'y a rien de tout ça. Voilà, donc c'est un des grands cas. Moi, je le classe au même niveau que les Valençol et voilà, toutes ces grandes histoires qui ont marqué l'ufologie française. Avec en plus une chose, c'est que l'histoire est beaucoup moins connue que certains grands cas français, puisqu'il y a eu en tout et pour tout 2 articles de presse. En gros, le premier, c'était à l'époque dans la Gazette du Val d'Oise, il fallait le trouver. Et le deuxième, c'est Le Parisien, quand j'ai sorti mon bouquin il y a quelques années, que j'ai parlé de l'affaire. Voilà. Et il y a eu un article du Parisien qui reprenait. Voilà, et après, il y a le doc BTLV, qu'on va voir. Cynthia, je ne vais pas vous poser des questions sur l'histoire ce soir, mais qu'est-ce qui vous donne envie aujourd'hui de parler? Ça y est, en fait, ce qui vous a fait souffrir pendant quelques années, aujourd'hui, c'est passé et vous avez envie de parler de tout cela? Alors, je pense que la souffrance, elle est quand même toujours présente, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup au quotidien. En revanche, quand j'étais plus jeune, je ne voulais pas trop en parler, parce qu'il y avait le collège, il y avait le lycée, j'avais des connaissances, et j'avais toujours cette peur en fait, de passer pour une folle et qu'on ne me croit pas. Là, maintenant, je pense que j'ai acquis une certaine maturité par rapport à cette histoire. Et comme maintenant, il m'arrive encore des choses, je pense qu'il est temps d'en parler. Alors, on va en parler après la diffusion, bien sûr, du doc, mais je voudrais quand même saluer tous ceux qui viennent d'arriver, car on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Je rappelle que ce soir, comme à l'accoutumée, vous allez pouvoir partager, commenter. Et qui dit commentaire, dit Thomas Nouvel. Bonsoir Thomas. Bonsoir Bob, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette soirée spéciale Aravilliers. Alors évidemment, comme tu l'as dit Bob, je suis là pour voir tous vos petits messages, donc tous les viewers, vous n'hésitez pas à vous poser vos questions, vos commentaires, etc. pendant tout le film. Je regroupe tout ça et puis après, on en parle ensemble. Cette émission est la vôtre, bien évidemment. Donc, on attend de vous voilà, l'observation. En tout cas, regardez déjà le documentaire. Donnez-nous vos observations. Qu'est-ce que vous en pensez si vous ne connaissez pas l'affaire? Et puis, un peu à l'image, et en tout cas à l'instar des dossiers de l'écran, ceux qui sont les plus vieux se rappellent de cette émission. On va donc diffuser ce documentaire BTLV qu'on a réalisé il y a 5 ans. Donc, vous allez voir, il y a des moments, c'est un peu kitschouné dans le montage, tout cela, mais ça a déjà 5 ans et la télévision, ça va vite. Et puis juste après, on en parle avec Jocelyn Keller et bien sûr notre invité exceptionnel ce soir, Cynthia Cazeneuve. Bon film.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur BTLV. Nous sommes en dehors du studio, nous sommes à Aravilliers, là où le 10 janvier 1998, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une affaire étrange et dans ce dossier qui est inexpliqué, il était normal que l'on rejoigne dans un instant Jocelyn F. Keller. Alors Jocelyn, on est ici devant l'église d'Aravilliers, un petit village, un petit hameau. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de découvrir ce qui s'est passé ce 10 janvier 1998, peut-être un petit tour d'horizon de ce hameau. Nous sommes à Aravilliers, nous sommes à 50 km au nord-ouest de Paris, dans le Val d'Oise. Voilà, donc Aravilliers, effectivement, petite bourgade très tranquille, 600 habitants. Il ne se passe a priori rien du tout ici, normalement. Je pense d'ailleurs que c'est pour cela que les gens habitent ici, hein, c'est pour bénéficier de ce calme champêtre, seulement. Aravilliers, c'est une petite commune qui est en fait formée de 9 hameaux et qui n'a vraiment rien de particulier. Le seul point que j'ai quand même constaté, c'est que juste derrière nous, un peu plus loin, il y a les buttes de Rhône, et les buttes de Rhône, c'est le point culminant de l'Île-de-France. Alors, est-ce que c'est un point, un rapport avec l'histoire qu'on va vous raconter? Je ne sais pas, mais on va voir. D'accord. Donc le 10 janvier 1998, ici, dans ce petit hameau de 600 âmes, il s'est passé quelque chose qui fait partie des dossiers inexpliqués de Jocelyn F. Keller. Et ce matin-là, une bande d'amis chasseurs ont décidé d'aller traîner leurs fusils dans les bois avoisinants. Ils voient au-dessus des arbres une lueur, mais incroyable. Alors ils se demandent, ils disent, tiens, il y a quelque chose de festif dans le coin. Et tous en repartiront avec une impression d'étrangeté assez rare, effectivement. Que s'est-il réellement passé ce 10 janvier 1998 dans ce petit village d'Aravilliers? Là, on est devant le panneau Le Ruelle, c'est exactement ici que ça s'est passé. C'est ici que l'histoire commence. Le 10 janvier 1998, il est 7h du matin. Il fait encore nuit, le ciel est dégagé, il fait assez froid, nous sommes en hiver. Voilà. Et il y a 2 voitures qui se dirigent vers ce hameau. À l'intérieur, il y a 4 personnes. Il y a 3 personnes dans la première, dont le témoin principal qu'on va appeler Monsieur D. Et dans la seconde voiture, il y a un homme seul avec son chien. Et en fait, ce sont des chasseurs et ils viennent faire une partie de chasse dans les bois d'Aravilliers. Et donc, à ce moment-là, ils sont en train de rouler sur cette petite route. Et en arrivant au niveau du hameau de Aravilliers, ils distinguent une énorme lueur au-dessus de la forêt et ils se demandent vraiment qu'est-ce que peut être cette lumière étrange aussitôt le matin. Est-ce que c'est une fête? Voilà, ils ne savent pas et ils vont entrer doucement dans le hameau. Ils ne s'arrêtent pas? Ils ne s'arrêtent pas. Alors le 10 janvier 1998, nous avons plusieurs personnes dans le village d'Aravilliers qui se donnent rendez-vous pour leur partie de chasse habituelle. Donc ils ont leurs habitudes, ils savent où ils doivent aller et à quelle heure ils doivent se rejoindre. Soudain, ils aperçoivent une lumière. Ils diront d'ailleurs que c'était une lumière assez forte mais non aveuglante. Incroyable. Alors ils se demandent, ils disent, tiens, il y a quelque chose de festif dans le coin, mais enfin, vu la date et la matinée, l'heure du matin, ils ne comprennent pas. Et nous avions laissé ici les 2 voitures avec les 4 chasseurs. Et au moment précis où ils arrivent au niveau du panneau du hameau, qui est juste derrière moi, là, ils font une observation absolument incroyable, puisque au sommet des arbres, ils distinguent un énorme objet circulaire. Ils vont estimer la taille à environ 40 à 50 mètres de diamètre, donc vraiment un objet énorme. Et Monsieur D en particulier, qui voit très nettement un engin de forme ronde d'une 50aine de mètres de diamètre. En suspension dans l'air, en train de léviter. Un des témoins dira qu'il a l'impression que cet objet pesait des milliers de tonnes. Et surtout, ce qui l'étonne, c'est les lumières. C'est-à-dire que de cet objet, qui est de couleur plutôt grise, plutôt beige, sur la partie supérieure sont émises des lumières extrêmement puissantes de 3 couleurs, vert, rouge et jaune. Cette lumière est émise par un vaisseau
un vaisseau gigantesque d'à peu près 50 mètres de diamètre, et qui est surmonté par des rampes d'éclairage de toutes les couleurs, hein, rouge, jaune et vert. Ce qui a surpris Monsieur D, qui est le témoin principal dans cette histoire et qui conduisait la première voiture, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi il ne s'est pas arrêté, il n'a même pas freiné. Alors c'est vrai qu'il était à l'entrée du hameau et qu'il conduisait doucement, mais l'observation qui a été faite par ces témoins s'est faite en mouvement, ça c'est très important. Et quand il s'avance, au fur et à mesure qu'il s'avance, il voit quelque chose de... Il voit progressivement de quoi il s'agit. Les voitures vont passer en fait sous ce vaisseau qui est immobile, qui est à peu près à une trentaine de mètres de la route. Et donc nos chasseurs vont passer sous cet objet absolument incroyable. Ils ont été totalement subjugués puisque l'objet s'est placé carrément... Ils sont passés pratiquement dessous l'objet et à ce moment-là, ils ne savent absolument pas ce qui s'est arrivé, ils ont perdu conscience. C'est-à-dire ces personnes qui sont tout à fait responsables, et d'un certain âge d'ailleurs, hein, vont se rendre compte qu'il leur manque un petit peu de temps par rapport au déroulement de la journée. Monsieur Bruno D va dire qu'il est devenu un peu comme une coquille vide et que son esprit a été absorbé. Quand il va reprendre conscience, parce que lui aussi, il a perdu sa conscience, il va voir les voitures de ses collègues arriver sur le parking. Ce qui est évidemment extrêmement troublant, c'est que M. Bruno D va dire « je ne sais pas comment j'ai conduit » jusqu'au parking. Parce que lorsqu'ils ont été survolés par l'objet, ils étaient à 1,2 km de ce parking. Donc il dira « ce n'est pas moi qui ai conduit ». En fait, il y a quelque chose plus grand et plus fort que moi qui a conduit. Est-ce que c'est son inconscient? Est-ce que c'est autre chose? De toute façon, le mystère reste entier. C'est en fait un souvenir, c'est une déclaration fracassante que va faire le principal témoin le 21 mai 1998 à Gérard Deforge, l'ufologue qui a travaillé sur le sujet. Et il va lui dire qu'il se souvient très bien que pendant ce temps manquant, ce parcours depuis l'entrée du hameau du Ruel jusqu'au parking, il se souvient en fait, et c'est là où ça devient totalement incroyable, d'avoir été enlevé, abducté, hein, c'est comme ça qu'on dit. Hallucination ou réelle abduction? Au début, il m'a pas raconté qu'il y avait eu un espèce de pinceau lumineux qui s'était rapproché de la voiture, et à partir du moment où il a perdu conscience. Et ça, je dirais que c'est assez classique. Et donc l'aspiration dans cette espèce de pinceau lumineux pour un enlèvement. M. Bruno D va dire qu'en fait, à un moment donné, il a été aspiré hors de la voiture. Sous cet objet, hein, en forme d'ellipse, qui mesurait 50 mètres de diamètre, il y avait une sorte de passerelle octogonale, et à l'intérieur, il y avait une grosse ouverture. Et cette ouverture s'est ouverte un peu comme le diaphragme d'un appareil photo, et il a été aspiré à l'intérieur de cet objet. Ne me demandez pas, disait-il, comment je suis sorti de la voiture, je ne m'en souviens pas. Est-ce que j'étais sur le dos, sur le ventre, je ne m'en souviens pas. Ce que je sais, c'est que je suis rentré à l'intérieur de cet objet. Il ne se rappelle pas très bien comment il est entré dans l'OVNI. Il se rappelle en tout cas quelques détails. Et puis ensuite, il se souvient de s'être retrouvé couché sur une table dans une grande salle ou pièce blanche, mais sans fenêtre, avec un éclairage. Et au-dessus de lui, il faut imaginer qu'il est couché, donc il voit le plafond. Il peut distinguer un peu sur le côté une forme, une entité qui porte un grand casque métallique, une sorte de aume comme les chevaliers. Quand il va reprendre connaissance, il est allongé sur un lit. À côté de lui, il y a un hublot. Et en tournant la tête, il aperçoit à sa gauche une sorte de robot. Pour moi, c'était des robots. Et il m'a décrit le masque, le home. Et le témoin, M. D, dira qu'il avait vu qu'à la place de la bouche, il y avait comme des sortes de grandes lamelles blanches. Il dira que ses orbites sont vides. Il a à la place de la bouche une espèce de grille qui font un peu comme des dents. Et il dira que c'était assez désagréable. Il y avait une odeur là-dedans, fétide, désagréable, incroyable. Cette odeur, il dit, m'a poursuivi pendant des jours et des jours.
Cette machine, parce que très vite, Monsieur D se rend compte que ce n'est pas un être vivant, c'est vraiment une machine. Il se dit que c'est quelque chose qui sert à effectuer des tâches, non pas... n'a pas de véritable conscience. Ce qu'il sentait, c'est que ce n'était pas hostile, mais c'était extrêmement froid. Ces entités, pour moi, c'était comme des chevaliers de l'espace, des gendarmes qui venaient faire des inspections, en quelque sorte. Monsieur D, en fait, essaye de comprendre ce que le robot essaye de lui transmettre, mais le robot n'émet que des sons totalement incompréhensibles. Donc il y a un problème de communication, là. Il y a un vrai problème de communication. Ce robot l'examine, il ne se souvient pas vraiment, il se souvient qu'il va émettre un son bizarre, il va grogner un son comme ça. Le seul terme, le seul mot qu'il croit comprendre est le mot Tobu. Tobu, voilà, il ne sait pas du tout comment ça s'écrit, on va l'écrire T-O-B-O-O. Il ne se souvient que de ce mot Tobu. Et ensuite, c'est là où ça devient encore plus extraordinaire, c'est qu'il a l'impression, notre témoin, qu'on le transporte dans un autre espace, alors un autre vaisseau, une autre pièce, il ne sait pas bien sûr. Il dit ensuite qu'il va être amené dans un autre vaisseau. Et là, il est mis en présence d'autres entités. Et ces entités, elles font... Lui donnera une estimation d'à peu près 2 mètres à 2 mètres 10 de haut. Il voit d'abord leurs jambes ou leurs pattes, on ne sait pas très bien comment les appeler. Ses yeux sont fixés sur le sol. Et l'être qui est à côté de lui a des pattes très étranges, des pattes à 3 doigts, un peu comme les émeus et les autruches. Donc il va remonter lentement le long de cette créature et il va dire que ses pattes étaient un peu comme les pattes d'un gallinacé, c'est-à-dire que les pattes étaient courbées à l'inverse de nos jambes d'Homo sapiens, un peu comme les pattes des gallinacés, des poules. En remontant avec sa vision, donc il voit ses pattes étranges et puis après il voit une sorte de torse élargi. Et là il arrive et il voit une tête totalement fantastique qui est une tête d'aigle, avec un nez, alors c'est soit un nez, soit un bec busqué. Donc lentement, et jusqu'à arriver à la tête de cette créature qui mesure plus de 2 mètres. Et cette créature a une tête en fait d'aigle royal. Il va le comparer à un aigle royal, avec un bec comme ça, des yeux extrêmement perçants, des pupilles rectangulaires, une espèce de crête, une crête avec 3 excroissances. Une crête, il la décrira en disant qu'elle était couleur de chair. C'est une vision totalement surréaliste. C'est une vision totalement surréaliste, mais Monsieur D a en tout cas une sorte de conviction, il sait qu'il est en présence des chefs. C'est-à-dire que ces entités, et il ne le sait pas, il le devine, c'est une intuition, que ces entités sont en fait les chefs des robots. Il a très peu de souvenirs de dialogue, il a communiqué de façon télépathique avec ces créatures. Les entités vont lui dire beaucoup de choses, il ne va rien comprendre, ou pas grand-chose. Des termes très compliqués comme ruban de Möbius, inversion de polarité. On va lui parler de choses aussi liées à des scènes apocalyptiques. Voilà. Et manifestement, c'est des choses qui le dépassent complètement, qu'il n'arrive pas à assimiler. Il se souvient combien de temps ça dure ou pas du tout? Non, il n'a aucune notion du temps. En tout cas, ça doit être assez court. Et puis ensuite, il repère conscience et il se retrouve au point de départ. D'accord. Maintenant, nous sommes sur le parking de la Guibarderie et au moment même où les chasseurs sont en train d'entrer dans le hameau du Ruel, il y a un de leurs amis qu'on appelle Monsieur K, c'est le 5e témoin, qui lui est arrivé un peu en avance et en fait il est garé exactement ici, sur ce parking, dans sa Mercedes et il attend en fait ses amis. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lui aussi va pouvoir faire une observation incroyable. Alors il a raconté que ça a commencé par un bruissement sonore, il a commencé par entendre un bruit qu'il n'a pas identifié. Et ce qui est important, c'est que sa Mercedes avait un toit ouvrant. Et donc il a levé la tête et après le bruit très étrange, il a vu lui aussi un énorme objet circulaire le survoler. Et lorsque l'objet est passé au-dessus de lui, il va raconter que c'était très particulier parce qu'il y avait des gouttes de lumière qui tombaient, des gouttes de lumière multicolores qui tombaient en fait sur le capot. Considéré évidemment, c'est comme s'il y avait une pluie de taches de lumière. Et lui aussi perd conscience. Il ne sait pas combien de temps, quelques minutes. C'est-à-dire qu'en fait, cet objet a eu une drôle d'impact sur ses témoins, c'est-à-dire qu'au moment du passage de cet objet, ces chasseurs ont perdu connaissance. Et quand il reprend conscience, il voit arriver sur le parking, exactement à cet endroit, les 2 autres voitures, les voitures de ses amis. Quand il va
reprendre conscience, parce que lui aussi, il a perdu sa conscience. Il va voir les voitures de ses collègues arriver sur le parking. Et il lui dit une chose absolument extraordinaire, il ne dit pas « je ne les ai pas vues débouler du chemin », elles se sont matérialisées devant moi. Tout le monde va se sortir de voiture, va se saluer comme si de rien ne s'était passé. Ils ne vont rien échanger à propos de ce qui leur est arrivé. État de choc ou peur du ridicule? Pourquoi les témoins ont-ils mis autant de temps à reparler de cette observation des plus étranges? C'est-à-dire qu'ils n'en parlent pas du tout. Ils n'en parlent pas du tout. D'accord. C'est bien plus tard qu'ils vont livrer leur... C'est absolument bien plus tard. Il va falloir des semaines avant qu'ils commencent à se livrer. Une partie de leur cerveau, par rapport à ce qu'ils ont vécu, a été anesthésiée. Il va falloir attendre pratiquement un mois pour qu'un jour ils se réunissent et se disent nous avons quand même vécu une expérience incroyable. Et lentement, les langues vont se délier et les souvenirs vont lentement réapparaître. Jocelyn, on est donc sur le parking en question où il s'est passé des choses assez incroyables. Ah oui. Mais est-ce qu'il a quelque chose de particulier ce parking? Est-ce qu'on a essayé d'enquêter autour de ce parking? Je ne sais pas, il est un peu étrange. C'est une propriété privée, faut le savoir. C'est ici qu'effectivement M. K, dans sa Mercedes, a assisté à une scène incroyable. Ouais. Et j'ai une anecdote à raconter. Gérard Deforge, l'enquêteur principal, est venu avec Joël Ménard de Les Lumières dans la nuit. Bien sûr, Il est venu avec une amie à eux qui a des talents extrasensoriels. Joël Ménard s'est rendu sur place avec une médium. La médium semble avoir vécu une expérience assez secouante. La forêt a-t-elle un lien avec ces événements? Qu'a ressenti le médium exactement? Et cette dame a très très mal réagi au fond du parking face à un arbre, physiquement. La médium, elle s'est approchée du grand arbre qui est au fond du parking et elle a dit « je ne peux pas rester là plus longtemps ». Ça rajoute une aura de mystère sur ce cas, puisqu'au-delà de la matérialité du vaisseau, il semblerait qu'il y ait un côté psychique qui soit quand même pas neutre par rapport à cette forêt. Des questions auxquelles M. D va tenter de trouver des réponses. C'est Monsieur D, le témoin principal, qui va commencer à faire des recherches astronautiques parce qu'il s'intéresse, il a l'impression d'avoir vu un truc incroyable dans le ciel, donc il a besoin d'avoir des informations. Il va contacter les aérodromes de la région, notamment celui de Cormeilles-en-Vexin. Il va même appeler les gendarmeries pour leur demander s'il y avait, ce matin-là, ils ont constaté des choses étranges. Rien, personne n'a absolument rien vu. Et c'est dans une revue qu'il va entendre parler d'associations ufologiques. Et il se dit, c'est peut-être à eux que je dois en parler. Et donc il va être mis en contact avec la banque de données de Franck Marie. Et puis donc il m'écrit qu'il a eu connaissance d'un cas, d'un militaire à l'est du département, qui lui a raconté une histoire. Il faut absolument investiguer. Voilà, Franck Marie va le rencontrer et puis il va déléguer en fait un de ses enquêteurs qui s'appelle Gérard Deforge, qui est d'ailleurs, au passage, il faut remercier Monsieur Deforge, qui est vraiment l'enquêteur numéro 1 sur cette affaire et qui a permis de rassembler autant de données sur cette affaire. Et là, un contact va se faire entre Monsieur D et Gérard Deforge. Donc j'ai pris contact avec ce monsieur qui a bien voulu me recevoir, ce qui n'était pas évident. Et puis, j'ai adopté une tactique, mais ultra basique. Je l'ai laissé parler. Qui va commencer à lui raconter progressivement tout ce qui s'est passé dans la matinée du 10 janvier. Dans ce genre d'affaires, les témoignages ont une réelle valeur, mais il ne sort rien à côté des preuves matérielles. Alors dans cette affaire, il n'y a pas vraiment de preuves tangibles, mais on a quand même constaté des faits très curieux. Il y a d'abord les problèmes de dysfonctionnement matériel. Tous ces événements ont été accompagnés de traces matérielles qui interrogent bougrement, parce que là, c'est vraiment du concret. Qui semble fiable et de bonne qualité. Nous avons des constatations matérielles qui sont quand même extrêmement troublantes. Alors il y a plein d'autres choses. Il y a l'histoire de la montre qui a été complètement déréglée pour le compte. Monsieur D avait une montre à quartz et après le 10 janvier, elle ne fonctionnait plus du tout. Il l'a montré à un premier horloger qui a dit le mécanisme est complètement détérioré, on ne peut pas la réparer. Il a montré à un deuxième horloger qui, lui, a réussi à réparer le mécanisme, mais qui a, a dit que ça ne fonctionnerait pas très bien. Et depuis, la montre a toujours fonctionné avec du retard.
Il y a eu plein de petits soucis comme ça qui montrent que il s'est passé quelque chose de vraiment énorme. Il y a aussi l'autoradio de sa Peugeot 206 qui, du jour au lendemain, ne fonctionnait plus. Et puis il y a surtout la voiture elle-même qui a commencé à faire des bruits très très curieux. On l'a montré à des experts et ils ont trouvé qu'en fait c'était des soudures dans la tôle qui avaient fondu pour une raison totalement inconnue et les experts de Peugeot n'avaient jamais vu ça auparavant. La 306 que conduisait M. Brunaudet était toute neuve. Or, il s'avère que rapidement, après le passage sur cet OVNI, elle s'est mise à faire du bruit, une espèce de bruit étrange. Il s'avéra que les spécialistes du modèle mettront beaucoup de temps à analyser le problème du bruit, non pas de la panne, mais du bruit. C'est qu'on a des points de suture qui auraient été un petit peu abîmés, sauf qu'il est tout à fait normal que ces points de suture soient abîmés, si ce n'est qu'on ait soulevé la voiture d'une façon tout à fait anormale. Je suis allé voir le garagiste et le garagiste m'a confirmé cette histoire-là. Alors, il y a eu des problèmes matériels, on vient de le voir, mais il y a aussi des séquelles physiques quand même. Absolument, Monsieur D n'est pas sorti indemne de cette histoire. Il a eu de graves troubles oculaires. Surtout, il a souffert aussi d'une conjonctivite extrêmement prononcée. Il a dû subir un traitement de collyre à la cortisone. Monsieur D n'a pas raconté à l'ophtalmo l'étrange aventure qui lui est arrivée, mais l'ophtalmo lui a dit évitez de vous exposer à des radiations. D'accord. Voilà. Cette conjonctivite a duré pendant des mois. Elle a disparu progressivement, heureusement pour Monsieur D. Et là, il a constaté quelque chose de totalement étonnant, c'est qu'il voyait beaucoup mieux de loin qu'avant. Donc il pouvait voir la Lune beaucoup mieux. Enfin, voilà, il a eu une acuité visuelle développée. Exactement. Il a aussi constaté une pigmentation de sa peau, c'est-à-dire il a la peau un peu plus orangée qu'avant. Il a passé sa tête par la portière et 13 jours plus tard, son visage est devenu rouge, comme s'il avait été exposé à des radiations ou comme s'il avait pris un coup de soleil. Et alors le plus étonnant, c'est que quelques mois après, il a constaté qu'il avait sur sa cuisse comme une sorte de furoncle. À un moment donné, avec ma femme, on a bien regardé et elle a réussi à me l'enlever. C'était un petit bâtonnet. Alors qu'il me décrit très précisément, on l'a mis à la poubelle. Il dit, le trou était propre, il n'y avait pas d'infection, pas de pus, rien du tout. Ça s'est refermé tout de suite, sans problème. Mais il a réussi à en extraire une sorte de petit granulé blanc, à peu près gros comme un grain de riz, voilà. Et alors ce qui est étonnant, c'est qu'il dit qu'au moment où il a extrait de sa cuisse ce petit granulé, il a senti comme une sorte de libération intérieure. Mentale. C'est-à-dire que depuis cette histoire, il avait la sensation d'être occupé de l'intérieur. Oui, absolument. Il avait en tout cas une oppression peut-être. Oui, et puis même des pensées qui n'étaient pas forcément les siennes. Il pense qu'il y avait un lien entre cet implant et puis ce qu'il recevait. Il faut savoir qu'avant le 10 janvier 1998, c'était quelqu'un de très réservé, qui n'exprimait pas facilement ses émotions. Et tous ses proches, sa femme, ses enfants ont constaté qu'après le 10 janvier, c'était devenu quelqu'un de très bavard. Son fils disait que M. Brunaudet était un homme assez introverti, qui n'avait pas l'habitude de parler. Et suite à l'exposition, à l'apparition de cet objet, c'est devenu quelqu'un de beaucoup plus exubérant. D'ailleurs, son fils avait l'habitude de lui dire maintenant tais-toi, et il le calmait. Et lui a dit que en fait, ce nouveau comportement en fait, dissimulait une forme d'angoisse chez lui, puisqu'il avait l'impression qu'après les événements, on lui envoyait des messages. Et c'est cette fameuse expression qu'il a dite, ces pensées qui ne sont pas les miennes. D'accord. Voilà. Donc il avait la sensation d'être en lien avec quelque chose, quoi. Exactement, que en tout cas l'affaire n'était pas terminée et qu'il y avait un lien effectivement qui s'était tissé entre lui et on ne sait pas quoi. D'accord, d'où la libération avec le petit grain de riz quand on... Exactement, il a eu en tout cas cette sensation que quelque chose se libère en lui, mais pas complètement, puisqu'après il a continué encore à avoir cette sensation de temps en temps de recevoir des messages qu'il ne comprenait pas d'ailleurs. Il faut savoir qu'en fait, une semaine avant cette déclaration absolument fracassante, le témoin Monsieur D rencontre Gérard Deforges et lui parle d'une observation qu'il a faite la nuit précédente. Il était environ minuit, 1h du matin. Il n'arrivait pas à dormir et il a regardé par la fenêtre et il a vu une énorme flèche, comme
qui semblait transpercer la Lune. En fait, il y a un énorme trait lumineux. Ça l'a beaucoup intrigué, le phénomène n'a pas duré longtemps, il n'a pas eu le temps d'appeler sa femme, il a juste eu le temps d'estimer à peu près la taille de cette observation. Et du bout de la flèche, il y avait une sorte d'étoile qu'il a vu littéralement tomber en tourbillon, voilà, comme une feuille morte. Et ça l'a beaucoup intrigué, et donc il a raconté ça le matin même à Gérard Deforges. Il faut savoir que Monsieur D a fait quelques recherches sur Tobu, et quelques semaines après, il lisait une revue d'aéronautique spécialisée dans le ciel et l'espace, et là il a découvert qu'il existait une planète Tobu, ou Tobutis, qui est une exoplanète qui a été découverte donc l'année précédente, en 1997, et qui est l'exoplanète la plus proche de la Terre, à 50 années-lumière quand même. Et donc il se demandait si ce Tobu, qu'il avait entendu lors de son expérience incroyable, n'était pas lié à cette exoplanète. Est-ce qu'il fallait regarder de ce côté-là? Est-ce que c'était l'endroit d'où venaient les entités? Est-ce que c'est un endroit qu'il faut observer? Mystère. Si Monsieur D fut le plus impacté, les autres témoins, eux aussi, ont éprouvé des troubles particuliers. On a beaucoup parlé du témoin Monsieur D, mais il y en a d'autres des témoins. Oui. Quelles ont été leurs réactions? Alors Monsieur K, celui qui était dans la Mercedes, ouais. Lui, il décrit vraiment l'objet, il a vraiment assisté à une scène incroyable. Il a lui aussi eu des troubles oculaires, on l'a su après. Même objet, moins grave que Monsieur D, mais aussi. Mais il a intégré, quelque part, cet événement extraordinaire dans son existence. Et il vit avec. Okay. D'après ce qu'il a dit, bien sûr. D'accord. Ensuite, il y avait Monsieur, on va l'appeler Monsieur JM, qui était dans la Xantia, donc la deuxième voiture. Il était seul avec son chien. Ouais. Lui, c'est pas tant l'objet qui l'a intrigué que le fait qu'il a perdu conscience pendant 6 à 8 minutes. Il a bien vu qu'il s'était passé quelque chose. Il peut pas expliquer non plus pourquoi tout le trajet il l'a fait sans se rendre compte que sa voiture circulait. Mais son esprit ultra rationnel va refuser de penser qu'il s'agit d'un phénomène paranormal. Il dit c'est moi qui ai déraillé, etc. etc. C'est ça qui l'a perturbé. C'est ça qui l'a perturbé énormément. Et pour lui, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Ouais. Et il y a aussi l'histoire, il avait un chien. Et son chien, pendant les événements, pendant le 10 janvier, son chien s'est comporté de manière tout à fait normale, il n'a pas aboyé, enfin rien de particulier. Sa chienne, qui était une très très bonne chienne de chasse, ne pourra plus jamais chasser puisqu'elle va être prise de crise d'hystérie. Ce 10 janvier 1998, c'est aussi toute la vie d'un village qui va être bouleversée. Force est de constater quand même, Jocelyn, que cette histoire a engendré des bouleversements sur les témoins, physiologiques, psychologiques, mais ça a engendré aussi un bouleversement au sein même du village. Oui, oui. Et ici même, Gérard Deforges a enquêté et il a pu constater qu'il s'était passé des événements assez curieux. Alors ça commence avec le maire, Marc Vignal, c'est le maire de l'époque, en 1998. Ce jour-là, à 10h, il avait une grande réunion à laquelle devait participer un monsieur qui n'est pas n'importe qui a été ministre de la Défense, je crois que sous le gouvernement de Jospin, qui s'appelle Alain Richard. On a découvert un petit peu plus tard que le maire de la ville, qui était quelqu'un de très matinal, ce jour-là, et malgré un engagement professionnel important, ne se réveillera pas. À cause de son boulot, hein, il se levait tous les jours à 5 ou 6 heures du matin, et de toute façon, il était comme ça. Et bien là, il a dormi jusqu'à 10 heures, à plus de 10 heures, il a fallu le réveiller. Il n'a jamais compris pourquoi il n'avait pas pu se réveiller, alors que ce jour-là, il fallait vraiment qu'il soit debout. C'est un homme qui travaille beaucoup, énormément, et tout le monde le sait, puisqu'il a la réputation de se lever tous les jours, que ce soit en semaine ou le week-end, à 6 heures du matin. D'accord. Et ce 10 janvier 1998, et ça n'arrive qu'une fois, ça n'est jamais arrivé avant et ça n'arrivera pas après, il s'est réveillé à 9h45. Il avait rendez-vous à 9h45 à Pontoise et il s'est réveillé exactement à l'heure de son rendez-vous. Et il ne comprend toujours pas comment ça a pu arriver. Alors que le mec était réglé comme du papier à musique. Exactement, exactement. Et c'est aussi ce maire qui dira à Gérard Deforges que juste après les événements, il y a une quinzaine de maisons du hameau qui ont été mises en vente, étrangement. J'ai perdu le dessin. Il a pris une feuille de papier et puis il m'a dessiné grosso modo le pâté de maison qui était en bas du village. Puis il a fait des petites croix dessus. Il m'a dit, vous voyez, il y a 11 maisons
qui sont à vendre en même temps. Il dit, je comprends pas pourquoi. Il dit, il y a des acheteurs qui viennent, qui me demandent pourquoi toutes ces maisons, il m'a posé la question, pourquoi toutes ces maisons sont à vendre en même temps? Je dis, qu'est-ce que je voulais que je réponde? Alors moi j'ai essayé d'aller chez ces gens-là. J'ai jamais trouvé personne. Gérard Deforge a aussi enquêté auprès de la directrice d'école d'Aravilliers, puisque lui-même était directeur d'école, et quelle n'a pas été sa surprise en arrivant dans l'école de constater que les enfants étaient en train de faire une sorte d'atelier collage, coloriage sur le thème des soucoupes volantes. Voilà, sans qu'aucun parent n'y trouve à redire. Et donc ça avait absolument stupéfié Gérard Deforge à l'époque. Jocelyn, en dehors de ce qui s'est passé dans le village avec la vente des maisons, etc., on est devant ici la mairie parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec un conseiller municipal. Oui, c'est une histoire assez étonnante que raconte aussi Gérard Deforge. Il avait besoin de faire réparer son photocopieur pour son école, donc il s'est rendu dans une boutique spécialisée. Et là, il a rencontré un cadre commercial. Ils ont commencé à discuter un petit peu. Et le cadre commercial, alors je ne sais pas exactement comment la conversation a pu en arriver là, mais ils ont parlé de l'affaire d'OVNI d'Aravilliers. Et le cadre commercial a dit, mais moi je suis conseiller municipal à Aravilliers. Et ce jour-là, il est arrivé quelque chose d'assez étonnant. Qui me dit, vous savez, j'ai lu le journal où vous parlez de l'affaire d'Aravilliers. J'ai dit, oui, et alors vous êtes concerné par quelque chose? Il dit, oui, comment? Il dit, d'abord, je suis conseiller municipal, donc à Aravilliers, je peux vous donner quelques précisions. Quant à moi, figurez-vous que le 10 janvier à 7h du matin, c'est la date de mon anniversaire. Précisez la date et l'heure. Je dis oui, là ça commence à faire beaucoup. Ce conseiller municipal qui a souhaité garder l'anonymat raconte à Gérard Deforge que, alors première chose totalement stupéfiante, c'est que l'OVNI est passé au-dessus d'Aravilliers le 10 janvier 1998 à 7h30 du matin. C'est exactement la date de naissance de ce conseiller municipal. Il est né un 10 janvier vers 7h30 du matin. D'accord. Bon, coïncidence ou pas, je ne sais pas. En tout cas amusant. Peut-être moins amusant, c'est l'histoire avec sa fille. Parce que ce conseiller municipal est marié, il a à l'époque une fille qui a 2 ans. Et cette petite fille a l'habitude de jouer avec un objet qui est une sorte de petit robot, petit personnage animé, qui fait beaucoup de lumière. Et dès le lendemain du 10 janvier 1998, cette petite fille en a une peur bleue. De l'objet. Oui, de l'objet. Elle ne veut plus le voir, elle ne veut plus jouer avec lui et surtout elle ne veut pas le voir la nuit. Mais surtout elle sera terrifiée par un jouet qui émet des lumières. C'est un jouet qui va la terrifier à partir de cette date-là et les parents n'ont jamais vraiment pu expliquer ce qu'il en était. Alors on a essayé de la calmer, on lui a offert un petit jouet qui fait des éclats lumineux, qu'elle adore. On a essayé de la calmer avec ça. Quand elle voit ce petit jouet, elle redouble de pleurs. Et elle va faire des cauchemars, de véritables terreurs nocturnes pendant des semaines, et ses parents n'y comprendront rien. D'ailleurs, on a dû faire appel à un pédiatre. Et ça a duré 3 mois, les séances, pour calmer la gamine. Elle était complètement traumatisée. Ça finira par s'estomper au bout d'un certain temps, mais elle a traversé une phase il y a quelque chose qui a dû lui faire très très peur. Alors Jocelyn, on a vu, tu nous as raconté cette histoire ici à Aravilliers, celle du 10 janvier 1998. Est-ce que, en ton fort intérieur, tu as la sensation qu'on peut prendre cette histoire au sérieux ? Écoute, on est en face d'une affaire quand même qui est assez extraordinaire. On a tous les ingrédients de l'affaire ufologique. Et parfois, je me dis quand même que trop d'étrangeté tue l'étrangeté. Voilà. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans une histoire qui ressemble à la rencontre du 3e type. On a un contact rapproché avec un ovni, on a une histoire d'abduction, on a des histoires de temps déformé. Tout y est, on a des implants, une histoire d'implants, on a une histoire des séquelles physiques, psychologiques, avec des gens qui ont été impactés par ce qui s'est passé. Le plus étonnant, c'est la description, puisque la description de l'objet
est vraiment extraordinaire. On est sur quelque chose d'une taille phénoménale, avec des lumières vraiment extraordinaires. On est un petit peu dans Rencontre du troisième type. Donc tout ça effectivement fait un peu too much, voilà, passez-moi l'expression. Et en même temps, on se dit quand même que ces gens ont vécu une histoire absolument extraordinaire, laquelle on ne sait pas vraiment, mais en tout cas ils ont certainement vécu quelque chose. Ce qu'on peut regretter dans cette affaire, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de preuves absolument tangibles de la réalité des faits. Dans cette affaire, il y a vraiment beaucoup d'hypothèses et il faut les passer en revue pour essayer d'avoir une vision un peu plus juste de cette affaire. La première hypothèse, c'est bien sûr le canular, c'est-à-dire l'histoire montée toute pièce inventée. Mais dans cette histoire, les principaux témoins ont tous demandé l'anonymat et on a vu que ça leur a apporté plutôt des ennuis, des inconvénients qu'autre chose. C'est incroyable. Au mot près, il me répétait toujours la même chose. Les mêmes, comment dirais-je, ces mêmes émotions. Et alors, en fait, il y a quelque chose. C'est un monsieur très bien élevé, très poli et tout. Et ce qui l'avait le plus marqué et agacé dans son histoire, c'est le fait qu'on ne lui avait pas demandé la permission. Il dit, moi j'étais prêt à n'importe quelle expérience, mais encore faut-il qu'on ait mon accord. Et ils sont venus comme ça, et j'étais une chose impossible d'avoir la maîtrise de quoi que ce soit. Et ça, pour moi, enfin, c'est ce qu'il me disait, c'est absolument intolérable et je ne peux pas le concevoir, je ne peux pas l'accepter. Donc à mon avis, la piste du canular, elle ne tient pas vraiment. Reste ensuite l'hypothèse de la blague. Alors oui, on peut imaginer effectivement qu'on leur ait fait une blague, mais dans ce cas-là, ça nécessite une telle mise en scène digne de Spielberg qu'on a du mal à l'imaginer aussi. L'hallucination collective, alors oui, pourquoi pas, mais il faut quand même savoir que l'hallucination collective, c'est déjà un concept qui est très controversé. Scientifiquement, c'est pas avéré que ça existe réellement. Et puis surtout, quand il y a hallucination collective, en tout cas vision en commun d'un phénomène inexpliqué, ça se passe au même endroit. Or, dans cette histoire, les témoins étaient à 2 endroits différents. Nos témoins sont d'abord répartis dans 2 voitures. Alors, devant, il y a une première voiture qui est une Peugeot 306, dans laquelle il y a M. Bruno D, qui sera notre témoin principal, avec 2 collègues à lui. Et c'est suivi par une autre voiture, une Citroën Xantia, dans laquelle il y a un autre collègue qui est tout seul avec son chien. Donc, nos chasseurs se dirigent vers le parking de la Ruelle, en fait, hein, pour rejoindre un cinquième sbire là-bas qui les attend. En allant à ce point de rendez-vous, ils vont vivre une expérience totalement exceptionnelle, un petit peu différente, puisque le passager qui sera déjà sur place va relater une observation et les personnes qui étaient dans la voiture qui allaient sur le point de rendez-vous va relater une observation proche mais quand même un petit peu différente dans le vécu. Une autre hypothèse, c'est la prise de substances. Et c'est vrai que dans cette histoire de chasseurs qu'on pourrait associer à journée bien arrosée, souvent à tort, eh bien non, en fait, dans cette histoire, il n'y a jamais eu ni preuve ni signe de prise de substances alcoolisées ou hallucinogènes. Et aucun enquêteur, aucun témoin n'a jamais parlé de ça. Donc je pense que c'est une hypothèse à écarter. La dernière hypothèse, c'est celle de la manipulation. Et là, dans ce cas présent, bien sûr, on pense à l'armée. Emmanuel Delinger a écrit un livre qui s'appelle OVNI, l'armée démasquée, dans lequel il pousse l'hypothèse que peut-être ces témoins ont fait l'objet d'une manipulation de la part de l'armée. Le problème est de savoir pourquoi, avec quels moyens, et ça on ne sait pas. La seule chose qui puisse relier l'affaire d'Aravilliers à l'armée, c'est la présence non loin d'ici de la base militaire de Taverny. Est-ce qu'il y a un lien avec cet endroit? Il faut savoir que l'OVNI, effectivement, la trajectoire de l'OVNI tendait à prouver qu'il se dirigeait en direction de la base de Taverny. Josselin, est-ce que dans cette affaire, il y a des questions qui n'ont pas été posées, des questions qui te chagrinent, qui sont restées en suspens? Oh, j'ai envie de dire plein. Ah ouais? Oui.
D'abord, concernant Monsieur D, le témoin principal, moi j'aurais aimé savoir s'il a maintenu sa version. Il faut savoir que ce monsieur est décédé il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'il a continué à avoir des flashs de temps en temps? Est-ce que sa vision de loin était toujours excellente? Est-ce qu'il a eu toujours cette impression qu'il était un peu le messager de quelque chose? Les autres témoins aussi, dont on ne sait pas trop bien, est-ce que 10 ans, 15 ans après, est-ce qu'ils ont toujours le même perception, le même discours sur cet événement extraordinaire? Leur témoignage, que c'est ça. Et puis la dernière chose, c'est la petite fille dont j'ai parlé. Elle avait 2 ans à l'époque, aujourd'hui elle doit avoir 22 ans. Voilà, nous sommes en 2018. Donc, il y a des théories là-dessus. Il y a certains disent que finalement, ce n'est pas les témoins qui étaient visés, mais peut-être elle. Oui, alors des gens ont dit effectivement que peut-être que c'était l'histoire avec les 5 témoins était une sorte d'écran de fumée et qu'en fait, peut-être qu'il y avait quelque chose qui était touché directement cette petite fille. Parce que visiblement, cette petite fille a une vie assez incroyable. Alors, on ne l'a pas rencontrée, on n'a pas pu la rencontrer. C'est une des choses. Je continue à enquêter, voilà. exactement. Mais effectivement, visiblement, elle a eu des résultats scolaires incroyables. Elle a eu une vie assez. En tout cas, il semblerait qu'il y ait des choses un peu étonnantes autour d'elle. Voilà, je ne peux pas malheureusement en dire plus. Alors, à Ravilliers, c'est vrai que c'est un cas interrogeant. Pourquoi ces personnes-là? Pourquoi ce jour-là? Quelle était la finalité de ce cas? On sait que le témoin principal semble avoir été quand même gêné un petit peu tout le reste de sa vie avec des messages qu'il ne comprenait peut-être pas. Alors accident, volonté d'une intelligente venue d'ailleurs, on n'a pas la réponse et j'ai bien peur qu'on ne l'ait pas avant longtemps. Ici s'arrête notre aventure sur cette histoire. On est devant le panneau d'Aravilliers qu'on va quitter dans quelques instants. J'espère qu'on vous a éclairé sur cette histoire de ce 10 janvier 1998. C'est important parce qu'on n'a pas envie qu'elle tombe dans l'oubli, d'autant qu'elle n'a pas été très médiatisée cette affaire. C'est justement pour ça. Je pense que si on n'en parle pas, elle va disparaître. Elle va doucement disparaître. Oui. Donc bien évidemment, si Jocelyn enquête et continue d'enquêter, on reviendra sur cette histoire dans l'un de ces dossiers inexpliqués. Salut. Voilà, l'affaire Aravilliers, une affaire d'OVNI comme on les aime, et il était important qu'on y revienne, comme vous l'avez regardé et entendu dans le documentaire. On s'était promis que Jocelyn enquêterait toujours, et il a retrouvé la fameuse petite fille qui est avec nous, Cynthia Casanova. On a beaucoup parlé de vous dans le reportage, on a imaginé même que vous étiez peut-être l'épicentre de cette expérience, de cette observation. On va y revenir. Je voulais juste d'abord, avant de rentrer dans le détail, savoir ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, parce que bien sûr tous nos viewers ont pu suivre le film, et pour cela on va retrouver Thomas. Thomas. Écoute, effectivement, les viewers, déjà, ils ont extrêmement apprécié ce film. Il y a eu plein de discussions tout au long du film. On a évidemment parlé un peu de la génétique, par exemple, des personnes qui ont été témoins. Est-ce que finalement, ils n'ont pas une génétique un peu particulière? Quelles sont aussi les infos qu'on a sur leur famille? Voilà, c'est vraiment ça qui a dominé au début du film. Puis après, évidemment, on a parlé un peu de bugs techniques, par exemple, sur des voitures, etc. Enfin, je pense que j'ai plein de petites questions, mais je pense qu'on va écouter un peu tout ce que vos témoins ont à dire, Bob. Et puis après, je vous poserai des questions. Alors, parmi mes invités, donc Cynthia, vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 2 ans. 2 ans. Donc, toute petite. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Parce que moi, je ne me souviens pas de mes 2 ans, par exemple. J'ai juste quelques bribes de souvenirs, mais ils sont rares. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de cette période-là et de ce qui s'est passé? J'ai un souvenir. Je peux pas... J'ai l'interdiction, en fait, interne. Je sens que je n'ai pas le droit d'en parler. Ah bon? Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la sensation d'être en lien encore avec quelque chose qui vous interdit de parler de cela? Alors, je ne saurais pas l'expliquer. C'est vrai que du coup, ma mère m'en a énormément parlé pendant très longtemps, en me demandant mais qu'est-ce qui te l'interdit? Et je ne sais pas ce qui me l'interdit. Mais je sens qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui m'interdit d'en parler. C'est plus fort que vous, en fait, c'est ça? C'est plus fort. En fait, okay. Je peux parler de certaines choses, mais je ne peux pas dire ce que j'ai vu. C'est comme s'il y avait une instruction, c'est ça? Une sorte de... Oui, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je me rappelle d'un son, je me rappelle de ce que j'ai vu.
c'est ce que j'explique en fait à chaque fois. C'est, vous savez, quand il y a quelqu'un de votre famille qui arrive en voiture, vous reconnaissez le moteur de la voiture de cette personne. Moi, c'est pareil. Sauf que je ne saurais pas l'expliquer parce que c'est pas quelque chose qui est connu, en tout cas sur Terre. Donc, mais pour l'instant, je ne peux pas le dire. Vous avez quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai 26 ans. 26 ans. Donc, il s'est passé 24 ans depuis cette histoire. Vous avez toujours la sensation, ce que vous me disiez tout à l'heure, qu'elle est présente et qu'elle est là. Même si j'imagine qu'il y a eu des périodes où vous avez un peu oublié cette histoire, non ? Ou est-ce qu'elle était toujours là, ou elle revenait ? Je pense que de mes 2 ans jusqu'à à peu près l'entrée au collège, c'est quelque chose que j'avais un peu oublié et pourtant je me sentais un peu différente des autres, un petit peu en décalage. J'avais l'impression de ne pas forcément m'entendre avec les enfants de mon âge et d'être plus intéressée par ce qui se passait ailleurs et notamment avec les conversations d'adultes. Je me sentais vraiment en décalage et à partir d'un certain moment où j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, peut-être différent des autres. Et j'ai eu une discussion avec mes parents quand j'étais adolescente et c'est là qu'en fait, voilà, je savais qu'en fait le souvenir que j'avais était réel. Vos parents étaient inquiets, j'imagine, à l'époque, parce que avant ce matin-là, du 10 janvier, il n'y a pas de terreur nocturne, il n'y a rien du tout. Et cet événement, sans que vous le sachiez, va déclencher ces terreurs, ces cauchemars. Oui. Moi, j'imagine qu'ils étaient inquiets, en tout cas, de ce qu'ils me disaient, oui. D'accord. Ça a duré pas mal de temps, parce qu'ils vous ont quand même emmené chez le pédiatre pour savoir ce qui se passait. Oui. Donc, de cette époque-là, pas de souvenir non plus Non, c'est vraiment... mon cerveau a occulté, en fait, ce moment-là. Et le petit jouet ? Alors, le jouet, c'était... donc, effectivement, on a vu que c'était un robot. C'était une petite tortue de couleur rouge. Lorsqu'on appuyait sur certains endroits de la tortue, ça dégageait des couleurs. Ah oui, je connais bien ces jouets. Ça dégageait des couleurs et des sons. Les sons, je ne m'en rappelle pas, donc je pense que c'est quelque chose qui ne m'a pas vraiment marqué ni traumatisé. En revanche, c'est plutôt les couleurs qui m'ont traumatisée. Et encore aujourd'hui, il y a des couleurs que je ne peux pas voir la nuit. C'est-à-dire quoi ? Alors, est-ce que cet objet, les couleurs se déclenchaient toutes seules ou est-ce que c'est quand vous jouiez avec cet objet que les couleurs vous c'est lorsqu'on appuyait sur l'objet. Ouais. Oui. Mais ça ne se déclenchait pas tout seul. C'est-à-dire que c'est vous qui... Non. Et quand vous jouiez avec cet objet, ça vous éblouissait. En tout cas, ça faisait peur, en fait, c'est ça ? Visiblement, oui. En tout cas, moi, je ne m'en rappelle pas. Mais je me rappelle juste de cette tortue. Maintenant, mes émotions par rapport à cette tortue, effectivement, je me rappelle d'un sentiment d'angoisse. Mais lorsque j'appuyais ou lorsque je jouais avec cet objet, vraiment, non, je n'ai pas vraiment de souvenirs. Jocelyn, il y a plein de choses dans cette affaire, on va y revenir. Le côté physique, ça a impacté physiquement les témoins quand même. Alors ça, on retrouve ça assez souvent dans les histoires ufologiques, des gens qui assistent à ce qu'on appelle les rencontres du troisième type, avec vraiment contact rapproché. On observe assez souvent chez les témoins des effets comme s'ils avaient été irradiés. Alors ça ressemble à des gros coups de soleil. Parfois, ça se traduit par des brûlures, par ce qu'on a vu dans le documentaire, des conjonctivites. Enfin, les yeux sont parmi les organes les plus touchés. Et puis après, il peut y avoir des choses un peu plus discrètes qui se révèlent avec le temps. Voilà. Et puis, il s'est passé quand même des choses qui sont symptomatiques aussi. C'est un problème de sommeil. Soit les témoins se mettent à dormir beaucoup, soit ils dorment peu, mais il y a des troubles du sommeil. Il y a des troubles du sommeil. Le maire, qui a l'habitude de se lever tous les jours à 5h du matin. Là, c'est ce jour-là précisément. Oui, après, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que les habitants après ont repris un rythme un peu normal. Voilà. Mais dans les témoins... Monsieur D, lui, il a eu des troubles de sommeil, il n'arrivait pas à dormir la nuit, il l'a dit. C'est là où il voit l'histoire avec le trait lumineux et la lune. Souvent, la nuit, il contemplait les étoiles plutôt que de dormir. Ce qui est l'inverse de notre ami Maurice Mas à Valençon, qui lui, après son observation, avait besoin de dormir beaucoup. Autre chose, je ne sais pas si vous êtes sensible au magnétisme ou si vos objets, il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre une montre parce qu'en fait ça dérègle. Il y a des effets électromagnétiques. Là, on l'a vu aussi chez Monsieur D. Ça montre, qui marche pas, qui ne marchait plus, et puis plein de choses un peu électriques ou électromagnétiques qui étaient détraquées. Alors, depuis cette histoire, Cynthia, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? On a dit que vous étiez plutôt pas mauvaise à l'école, vous poursuivez d'ailleurs vos études encore, voilà. Oui, toujours. Je crois. Et ça se passe bien ?
Oui. Bon. Depuis, est-ce que... Alors, vous disiez que vous aviez un peu occulté jusqu'à l'adolescence, en tout cas, voilà. Puis après, on a des phases dans la vie où on a envie peut-être de passer à autre chose, et puis on découvre les garçons, on découvre tout ça, donc on a envie de penser à autre chose. Aujourd'hui, quand vous y repensez à cette histoire, est-ce que vous avez la sensation qu'il y a toujours un lien avec ce que vous êtes aujourd'hui? Oui. Oui? Oui, parce que en fait, ce qui m'a fait en reparler à mes parents, c'est parce que j'avais revécu quelque chose, en fait, quand j'étais adolescente. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je voyais des choses. Une paralysie du sommeil qui a duré un bon 3 heures. Parce que j'avais vu quelque chose, en fait, à l'extérieur. Une lumière qui m'avait vraiment, en fait, paralysée, traumatisée, qui m'avait rappelé quelque chose de mon enfance. D'accord. J'en ai parlé à mes parents. Ma mère m'avait demandé pourquoi j'avais pas appelé. Mais en fait, il était impossible pour moi de parler. À ce moment-là, de parler, de bouger. Je pouvais plus rien faire. Je l'ai revécu après quand je me suis installée chez mon père, donc vers mes 20 ans. Et puis après quand je me suis installée avec mon ancien compagnon, donc vers mes 22-23 ans. Donc 3 paralysies du sommeil assez balèzes en fait. Alors pas forcément des paralysies du sommeil à chaque fois. Une fois paralysie du sommeil, une autre fois où je sentais justement ou je ne sais pas comment appeler ce que je ressens, était présent. Vous ressentiez une présence? Oui, une présence. Et ensuite, j'étais seule à l'appartement à ce moment-là. Je ressentais en fait qu'il y avait cette présence-là à l'extérieur de mon appartement. Et quand mon compagnon est revenu avec mon chien, il était parti se promener avec mon chien sur les coups de 22h, il m'a dit, écoute, s'il s'est passé quelque chose, c'était impressionnant. La chienne, elle était dans tous ses états, elle était complètement hystérique, j'arrivais plus à la retenir. Il a fallu qu'on rentre, on a entendu quelque chose et c'était vraiment particulier. Et moi, je sentais en fait qu'il y avait quelque chose. Et puis, quand j'habitais chez mon père, donc effectivement, j'avais vu quelque chose. J'avais une chambre avec une fenêtre qui donnait directement sur le toit. Et j'avais vu une lumière, en fait. J'avais pas pu l'expliquer non plus. Et voilà, je pense que pour l'instant... c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, oui. Cynthia, vous avez fait des radios, des choses comme ça, pour savoir, parce que dans le film, il y a... le monsieur D qui a un implant, enfin, un grain de riz qu'on compare souvent en ufologie. Il y a quelque chose dans la... Est-ce que vous avez essayé de regarder s'il n'y avait pas quelque chose chez vous ou pas? Non, jamais. Vous devriez Jamais quand même, parce qu'on ne sait jamais. T'as jamais eu le sentiment qu'il y avait quelque chose dans ton corps, à un endroit qui pouvait être un peu curieux? Non, peut-être par rapport à ce que je sais. Il y a des choses en fait qui me viennent. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais. Ah oui, ça c'est l'autre chose dont tu m'as parlé. Ouais. Alors moi j'appelle ça de l'intuition. Dont vous ne pouvez pas parler, c'est ça? Non, c'est autre chose. C'est une sorte d'intuition très forte. Enfin, je te laisse. Exacerbée en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça a développé chez vous une intuitivité forte. Pour certaines situations, oui. Ouais. Mais il y a des choses que je sais. Il y a des réponses à certaines questions que je peux avoir sans avoir appris avant. Ou vraiment, ça me vient de quelque part sans que je sache d'où ça vienne. Je m'intéresse à des sujets, vraiment, des fois, c'est complètement... je ne sais pas d'où ça vient. Par exemple, la dernière fois, je me suis intéressée aux langues sumériennes, alors que dans ma famille, personne ne s'est intéressé à ça. J'en ai parlé justement à Gérard Deforge, avec qui je suis toujours en contact, qui m'a expliqué que là, pour l'instant, lui, il n'était pas en mesure vraiment de m'éclaircir par rapport à ça, parce qu'il n'est pas vraiment spécialisé dans ce genre de langue. Il faudrait vous mettre en rapport avec Anton Parks. Non, mais moi j'ai trouvé un lien parce que comme j'ai fait de nombreuses conférences sur Aravilliers, je me rappelle que j'en ai fait une à Annecy, et à la fin de la conférence, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Mais ces grands personnages qui ont été décrits par le témoin, ceux à bec d'aigle, tête d'aigle, etc., on les trouve dans la mythologie sumérienne. » Chez l'Égypte, en Égypte aussi. Et aussi en Égypte, mais surtout chez les Sumériens. À la fois homme, oiseau, et quand Cynthia m'a parlé de ça il y a quelques temps, il y a pas longtemps, j'ai bondi parce que j'ai fait le lien en me disant cet intérêt subi et qui correspond à rien, parce que c'est pas du tout tes centres d'intérêt. Non, du tout. Voilà, du jour au lendemain, tu commences à t'intéresser à ça alors qu'il n'y a aucune raison, c'est ça? Il n'y a aucune raison, puis dans mon entourage, personne s'y intéresse non plus finalement, donc je ne sais vraiment pas d'où ça vient. On n'en parle plus du tout de cette histoire à Aravilliers? Est-ce où il y a toujours... Ça perdure un peu quand même chez les gens? Non, moi j'habite plus à Aravilliers, donc je ne sais pas ce qui s'en dit encore, mais de temps en temps j'y retourne.
Maintenant, j'en ai aucune idée de ce qui se passe là-bas. D'accord. Vraiment. On va faire un tour sur les réseaux parce que si vous arrivez, bien, il faut le savoir, on parle de l'affaire Ravellier du côté ufologique et j'imagine, après la diffusion du documentaire que vous avez pu regarder, eh bien, qu'il y a des réactions et peut-être même des questions, Thomas. Alors effectivement, il y a plein de questions, on va pas se mentir. Alors déjà, j'avais quelques petites questions aussi pour le film parce que vraiment, elles reviennent d'ailleurs assez régulièrement. Alors déjà, première question, existe-t-il des services publics qui ont des phares verts? Voilà, ça c'est une vraie question qui est revenue plusieurs fois. On a aussi des questions évidemment pour Cynthia pour savoir si elle avait une appétence ou même après évidemment eu une appétence pour l'ufologie ou finalement elle le met un peu de côté parce que ça a vraiment été traumatisant pour elle. Et puis, une autre question, elle a parlé du moment où elle sentait qu'elle ne pouvait pas dire des choses. Est-ce qu'elle pense qu'à un moment, elle sera libérée de cette emprise? Alors, il y a deux questions. Est-ce que vous avez un intérêt pour l'ufologie? Est-ce que ça a développé quelque chose, une curiosité? Non. Pas du tout? Non, il y a même une période où j'étais vraiment en rejet. Ouais. D'accord. Je refusais qu'on en parle, je refusais que mes parents fassent venir, désolé Gérard, mais fassent venir Gérard chez moi. Je voulais pas témoigner, je voulais pas qu'on me reconnaisse, je voulais certainement pas qu'on me donne mon prénom en fait. D'accord. Ouais. Et la deuxième question, c'est est-ce que ce secret qui est enfoui en vous, ce souvenir que vous ne pouvez pas, vous ressentez cette interdiction de parler de révélation, est-ce que vous avez la sensation que ça se libère petit à petit, qu'un jour vous pourrez en parler? Ça se libère petit à petit. Ouais. Maintenant, je ne le contrôle pas, donc je ne sais pas si un jour je pourrai en parler. Est-ce que c'est la clé de cette histoire ou pas, ce secret? Non, je vous pose la question, sans le dévoiler, est-ce que vous avez la sensation qu'on va découvrir, grâce à ce secret, la clé de l'histoire? En tout cas, c'est votre ressenti à vous, votre souvenir à vous. On m'a déjà posé cette question. Et face à cette question, je me suis un peu braquée. Ah. Parce que, effectivement, je pense que ça peut faire avancer certaines choses. D'accord. Maintenant, la clé de l'histoire, ça, je ne pense pas, mais la clé de certaines choses, oui, peut-être. En vous, des compréhensions en vous de votre ressenti, c'est ça? Moi, et puis même à l'extérieur. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, en tout cas, quand vous serez prête à en parler, j'espère que vous le ferez sur BTLV. Peut-être. On va revenir dans une poignée de secondes, mon Jocelyn, sur le bois. Le bois qu'on a évoqué. Mais pour l'heure, sachez-le, il est 20h. Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob vous dit toute la vérité. Merci d'être avec nous. Merci infiniment d'être avec nous. Dans un instant, donc, on va revenir sur ce bois. Je voudrais juste signaler que sur BTLV, il y a actuellement une émission avec Preston Dennett, puisqu'on parle souvent d'ufologie. Preston Dennett est un enquêteur ufologique américain qui a sorti un bouquin, OVNI et OANI en Californie. Vous savez que depuis 2004, en fait, sûrement ça remonte à plus loin, mais depuis 2004, l'US Navy voit au-dessus de ses navires, de ses installations militaires, qui sont soit au bord de la mer ou soit en pleine mer, eh bien des objets volants non identifiés qui souvent rentrent dans l'eau et en ressortent. On a des témoins qui voient ça de la terre, d'autres des navires. Eh bien, je propose de regarder un extrait de son émission qui est en ligne. C'est une exclusivité BTLV. That there are undersea bases. In the Santa Catalina Channel, the water there is quite deep. This particular area has a disproportionately large number of USO encounters. And some of these involve not, one or two objects, or even 10 or 20, but very large numbers. And these are objects that do have the ability to go in and out of the water. This is something we cannot do. We do not have flying submarines. And these objects are traveling very quickly, upwards of 1,000 miles per hour. And that's not only in the air, but underwater as well. I've interviewed people who were submarine officers, naval officers, people who are fairly high rank within the military. They do not know what this is. It's clear that this is well beyond our own technology, and the water deep under the ocean is a great place for them to remain hidden.
OVNI et OANI en Californie, Preston Dennett, une exclusivité BTLV, c'est bien sûr à disposition des abonnés. Donc voilà pourquoi je vous demande souvent de vous abonner. Quel que soit votre budget, vous avez certainement une formule à votre disposition. Extraordinaire émission, un travail formidable, et on s'aperçoit qu'il y a des centaines de cas. Et effectivement, Jocelyn, la mer est une formidable cachette pour ces engins. Moi je dis toujours, la Terre, c'est 70% d'eau. Ouais. Donc statistiquement, on devrait faire plus d'observations d'OVNI, maintenant on les appelle les OANI, que d'OVNI sur Terre. Et donc je ne suis pas étonné qu'il y ait autant de cas. Dans tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a jamais autant parlé d'OVNI. On postait il y a encore quelques jours le patron de Roscosmos, qui est l'agence russe, qui disait attention, il faut peut-être envisager que tous ces engins qui sont repérés dans le ciel sont peut-être pilotés ou en tout cas guidés pour observer qui nous sommes. Il y a Tim Peake, astronaute, 6 mois dans la navette spatiale, en tout cas dans l'ISS, qui a dit, lui est allé encore plus loin, il a dit peut-être que c'est le voyage dans le temps, que nos générations futures... C'est une de mes hypothèses favorites. Ben oui, on peut être déjà trouvé l'impression si les ovnis étaient des sortes de sondes venues du futur. Ils nous observent. Ils nous observent. C'est pour ça qu'il y aurait très peu de contacts. Ouais. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'ils sont souvent au-dessus d'installations nucléaires. Hein. Peut-être pour pas qu'on fasse péter notre planète, parce que ça engendrerait bien sûr leur disparition. Donc on ne sait jamais. Tout cela, ce sont des hypothèses, mais dans tous les cas, c'est sur BTLV. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. Cynthia Casanova est avec nous ce soir. Elle était témoin ce 10 janvier 1998, bien malgré elle, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé ce 10 janvier qui a engendré vos terreurs nocturnes, on me disait, et puis ce sentiment d'être accompagné toujours quelque part par quelqu'un, par quelque chose, une entité, on ne sait pas quoi. Et puis l'homme des dossiers inexpliqués avec lequel nous étions allés ce 1er mai il y a 5 ans à Ravilliers, c'est Jocelyn F. Keller. Jocelyn, on va parler du bois. On se souvient y être allé, avoir parlé un petit peu, conversé devant ce bois. Je crois que vous y êtes allé, vous nous raconterez ce qui s'est passé. Mais ce bois a une importance. Gérard Deforge le disait, c'est-à-dire qu'en fait, une médium est allée là-bas et il s'est passé quelque chose. Alors dans cette histoire, en fait, moi, on m'a toujours parlé du parking et du fond du parking. Ouais, bien sûr. Et donc l'orée du bois, mais pas le bois lui-même. A priori, dans le bois lui-même, normalement, il ne se passe rien. Mais bon, depuis le documentaire, depuis que j'ai écrit dessus, effectivement, on me parle de plus en plus de ce bois qui est un peu particulier, donc je vais sans doute y retourner bientôt pour aller voir s'il n'y a pas quelque chose à voir ou à constater. De nuit. Je vais venir avec toi, on ira de nuit. On va aller de nuit. Voilà, on va y aller de nuit. Avec un peu de matériel, ça peut être intéressant. Bah oui, ce serait bien. On va voir ce qui s'y passe dans ce bois. Vous savez qu'avec Jocelyn, on est les deux seuls qui dorment partout dans les châteaux hantés, dans les lieux hantés. On a un peu peur de rien, donc on est juste curieux. Et c'est notre curiosité. Bon, non. Surtout moi aussi. Cynthia, vous êtes allée dans ce bois. Vous avez une expérience dans ce bois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Récemment ou quand j'étais racontez-moi, parce que j'imagine que entre ces 2 ans et le moment où vous allez quitter Ravilliers, vous avez dû y retourner dans ce bois, et plusieurs fois. J'y suis retournée il y a peut-être un mois de ça. Ah. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé là ? Il s'est passé quelque chose ? Oui. En fait, on y est allé le soir. Le matin même, je savais qu'on devait y aller. Mes amis étaient très intéressés en fait par cette histoire. Et moi, je me sentais pas très bien. Ah. Dès le matin ? Dès le matin. Je me sentais pas forcément très très bien. Je rentre le soir à l'appartement, il m'y attendait. Et j'étais pas très bien non plus. Et tout le long de la route, en fait, c'est moi qui conduisais parce que je connaissais le trajet. J'étais pas bien, je sentais que mes émotions commençaient à être de plus en plus fortes. Et je leur ai même demandé de ne pas me toucher. Ah oui. Parce que je sentais que là, je pouvais plus contrôler en fait ce que j'avais à l'intérieur. Donc on se gare sur le parking. On commence à marcher un petit peu, donc comme on a vu sur le long des jardins. On arrive vraiment au moment du début du bois. Donc ça fait un virage, on arrive à ce moment-là, et je me sentais vraiment pas bien. Je leur dis, on n'est vraiment pas seuls. Et à ce moment-là, on entend en fait quelque chose à côté de nous, donc je sais pas, peut-être à 5 ou 6 mètres, grand maximum de nous. Donc je peux pas expliquer ce que c'était. On l'a entendu, je l'ai entendu au départ, je me retourne vers mes amis pour voir si eux l'ont entendu également. Ils l'ont entendu, donc on a éteint nos lampes de poche. C'était quoi, un bruit, un grognement, un truc un bruit, comme si... Un sifflement Non, comme si quelqu'un courait, sans que ce soit une personne parce que c'était trop lourd, sans que ce soit un animal parce qu'on a entendu que c'était sur 2 pattes. Ah. Ça faisait pas...
ça faisait pas branche qui se casse ou branche qui se déplace ou quoi. Ça faisait vraiment des pas, mais très lourds, vraiment à côté de nous. Comme si le truc pesait une tonne, quoi, en fait, c'est ça? Vraiment très très lourd, oui. Et puis, donc on a attendu un tout petit peu, et en l'espace d'1 minute, vraiment un peu plus loin, on a entendu des chiens qui se sont mis à aboyer très très fort. Et là, je leur ai dit, il faut qu'on s'en aille tout de suite, parce que je sens que c'est pas bon, en fait. Et on est parti. On est parti. Ça me fait penser à Braji Belovac et les Dogman, etc. Parce que quand on a fait une émission avec quelqu'un qui a fait un bouquin sur les Bigfoot et les Dogman, et en fait, il a fait une grande enquête, qui est assez louable d'ailleurs, et il s'est aperçu qu'il y avait toujours un rapport avec l'ufologie, avec les ovnis, que quand il y a des apparitions de Dogman ou de Bigfoot, souvent avant ou après, il y a des observations d'ovnis. Donc c'est assez beau, parce que vous me dites, ce qui est intéressant là, vous me dites les deux pattes. C'est-à-dire comme si vous avez la sensation qu'il y a quelque chose de très très lourd qui marche sur deux pattes. Quoi, en fait, oui, voilà, c'est ça. Et c'était plus fort que vous, il fallait partir en fait. Il fallait partir. Mais déjà, quand on est arrivé, je leur ai dit, ne touchez pas, on ne va pas rester très longtemps. D'accord. Et le fait est qu'on n'est vraiment pas resté très longtemps. 5 minutes, à mon avis, c'était le grand maximum. Ils ont eu peur, vos amis aussi? Oui. Ils ont ressenti quelque chose? Ils n'ont pas ressenti, mais eux, ils ont essayé de trouver des explications plus rationnelles. Donc on a cherché, vraiment, et pour le coup, on n'a pas trouvé en fait, d'explication à ce qu'on a entendu. Oui, parce que ça peut pas être une blague d'un de vos copains, parce qu'ils étaient tous avec vous? Pour le coup, oui. Ouais. Puis personne ne savait en fait, qu'on allait dans la forêt d'Aravilliers. De toute façon, on ne vient pas du tout du même endroit, chacun de notre côté. Donc personne ne savait, on l'avait dit à personne, et ça ne peut pas être une blague d'un de nous trois, quoi. On a la sensation, je sens que c'est une barrière, ce bois. Hein, comme s'il y avait quelque chose qui s'y passait. En tout cas, ça vaut le coup d'aller enquêter. D'aller investiguer, parce que la médium qui n'a pas pu aller plus loin aussi. Je ne sais pas si tu te souviens, le jour où on a tourné le documentaire, un des voisins qui habite à côté du parking est venu nous voir pour voir ce qu'on faisait. Ouais. Et on lui avait demandé s'il était présent le 10 janvier 98, il nous a dit que non, mais il nous a raconté l'histoire d'une personne, alors universitaire, à Cergy ou quelque chose comme ça, qui était allée dans le bois et qui en était ressortie, mais alors on ne sait pas si c'était ironique ou pas, je m'en souviens pas, en disant il se passe de drôles de trucs dans votre bois. Donc, et c'est à partir de ce moment-là que ce bois m'intrigue, parce que jusqu'à présent, il était un peu en dehors de l'affaire. Oui, c'est vrai. Alors, vous y êtes allé plusieurs fois, donc là, c'est il y a un mois, donc c'est tout frais. Oui. Mais entre vos 2 ans et il y a un mois, à chaque fois, il s'est passé quelque chose de singulier lorsque vous y étiez? Sans même savoir qu'il s'était passé quelque chose, en fait, dans cette forêt, ou du moins sur ce parking. Et qu'il y avait un rapport avec l'OVNI, donc vous n'étiez pas au courant, en tout cas? Ça, non, je le pensais pas. Je l'appelais toujours la forêt qui fait peur, quand j'étais petite. Ah oui, quand même. Donc. Oui, la forêt qui fait peur. Et quand j'étais adolescente, j'y suis retournée, j'avais 14 ou 15 ans. Il s'était passé quelque chose, j'avais entendu quelque chose. J'étais avec une copine à ce moment-là, on s'est regardé, on est tout de suite partis. On est parti en courant. D'accord. Un sifflement, anormal, quelque chose d'électrique. On était dans la forêt, donc c'était impossible, quoi. Mais on est parti. Et puis, de mes 14-15 ans jusqu'à il y a un mois, j'y étais jamais retournée. Le sifflement, c'est quelque chose qu'on a noté dans l'affaire Aravilliers? Non. Non. A priori, non. Parce que souvent, dans les affaires ufologiques, il y a ce sifflement, on entend un bruit. Voilà. Là, c'est plutôt des bourdonnements, des choses comme ça, mais pas de sifflement. Pas de sifflement. Non. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut noter quand même dans cette histoire, c'est la fameuse voiture, quand même, qui était pratiquement neuve, et qui a été observée par les mecs de chez Peugeot, et force a été de constater qu'elle avait souffert. Oui, elle avait souffert. Il y avait les soudures, la tôle arrière qui avait été, qui s'était dessoudée. Enfin, je sais pas, comme si ça avait été exposé à soit brûlé, soit forte irradiation. Quelque chose d'anormal. Voilà. Pourquoi t'expliques que cette histoire, je disais tout à l'heure, au tout début, Jacques Vallée y est allé quand même, il s'est intéressé à ça. Gérard Deforge s'est intéressé à ça, il fait une grande enquête, on le remercie d'ailleurs parce qu'il est dans le documentaire. Ça a commencé par Gérard Deforge qui a fait son enquête, ça a été publié dans Lumière dans la nuit. Lumière dans la nuit, à l'époque et même toujours, est lu par, on va dire, toute la communauté ufologique. Les fans de l'ufologie. Et l'histoire était quand même suffisamment spectaculaire et incroyable par rapport à d'autres cas pour que on va dire la crème de l'ufologie s'y intéresse. Il en est ressorti, ce que je disais en tout début d'émission, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, dans le sens extraordinaire, pas forcément beau, mais en tout cas extraordinaire, qui sortait de l'ordinaire. C'est l'un des cas les plus emblématiques de l'ufologie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce cas, toi, Jocelyn ?
Ce qu'on peut retenir, c'est beaucoup de choses. C'est ce que je disais dans le documentaire. Je suis partagé entre ce cas qui est, alors passez-moi l'expression, too much. C'est-à-dire qu'il y a tout. En général, dans un cas ufologique, tu as des bouts de trucs, mais là, tu as tout. Tu as tout ce qui fait l'ufologie qui est rassemblé, tous les ingrédients qui font la recette, qui sont là. Donc ça, c'est effectivement un peu déstabilisant. Et après, si tu prends toutes les hypothèses et que tu les écartes les unes après les autres, il reste un mystère. En tout cas, je suis d'accord pour dire qu'il s'est passé un truc incroyable. Après, reste à savoir exactement quoi. Cynthia, pour vous, il s'est passé quoi ce 10 janvier 1998 ? Avec le recul, est-ce que vous avez, en tout cas, la sensation que ceux qui vous accompagnent, en tout cas, vous ont expliqué, vous ont dit, vous donnent des pistes ? Je ne sais pas. Si vous savez, vous ne pouvez pas le dire. Voilà, d'accord. Mais il s'est passé quelque chose, en tous les cas, ce 10 janvier. Il s'est passé quelque chose. Oui. Voilà. Ça, on peut le dire, parce que la vraie question, elle est là. Est-ce qu'il y a eu une blague, un canular, etc., ou est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose de singulier, de pas normal, en fait ? Non, il s'est passé quelque chose. En tout cas, personnellement, moi, je parle de mon histoire parce que je le vis au quotidien, et puis j'ai ce souvenir qui est prenant. Il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, je ne vais pas essayer de vous mettre sur le grill, mais de quelque chose qui est exogène, ou quelque chose qui est en lien avec l'armée, parce qu'on a vu qu'il y avait Taverny à côté, une expérience, vous voyez ce que je veux dire, ça aurait pu être ça ? Non, pas en lien avec l'armée. D'accord, donc c'est quelque chose de plus grand que ça, en tout cas d'extérieur à cela. Jocelyn, tu veux dire quelque chose ? Non. Bon, on va aller trouver Thomas pour les réseaux sociaux, mon Thomas. Oui, tu sais bien, Bob, moi j'ai toujours quelque chose à dire, donc ça tombe bien. Alors, on a plusieurs questions déjà. Où est situé le bois ? Ça, il y en a pas mal qui ont envie d'aller enquêter, j'ai l'impression. En tout cas, si vous y allez, faites attention à vous quand même. On a aussi une question en rapport avec la voyante, qui déjà, pendant le documentaire, on nous parlait beaucoup de la voyante, on nous demandait est-ce qu'on a plus d'infos ? Qu'est-ce qu'elle a pu ressentir ? Je ne sais pas si vous avez un peu plus d'infos là-dessus, il serait vraiment hyper intéressé. Et puis on aimerait savoir si Cynthia, elle n'aurait pas aussi des souvenirs au niveau de l'odorat, si elle n'aurait pas peut-être des odeurs qui lui rappelleraient cet événement. On va se tourner vers d'abord Cynthia, non ? Pas au niveau de l'odorat, mais plutôt visuel. D'accord. Et auditif. Et auditif. Donc vous avez de la clairaudience et de la clairsentience. En tout cas, vous avez des trucs qui vous reviennent, en tout cas, c'est ça. Oui. Voilà. Alors sur l'histoire de la médium, le peu d'infos que j'ai, c'est Gérard Deforge qui a raconté cette histoire avec Joël Ménard. C'est une amie que je ne connais pas, je n'ai pas le nom de cette personne. La seule chose que je sais, c'est que quand elle est arrivée effectivement sur le parking, elle a tout de suite été mal à l'aise et puis elle a très vite désigné un arbre, alors je ne sais pas lequel, qui est plutôt au fond du parking, et en disant qu'elle se sentait très mal. Gérard Deforge m'avait aussi dit que la seule fois où elle avait ressenti ça, c'était dans une église. À un moment, dans une église, elle avait ressenti ce malaise absolu. D'accord. Voilà. Mais je n'en sais pas plus. Et pour l'histoire d'aller où est le bois exactement, etc., alors... on ne va pas trop le dire parce que le problème c'est qu'on ne veut pas déranger aussi tous les gens qui habitent exactement, autour. c'est un petit hameau. Voilà, donc, les gens sont quand assez même très calmes. Hein, et ils sont assez ennuyés parce que je disais avant l'émission que quand on tape Aravilliers sur Google, tout ce qui remonte c'est que des histoires d'ovnis. Et donc j'imagine que les gens qui habitent là-bas, qui ont des maisons, etc., sont un peu ennuyés de ça. Ça les emmerde un peu. Et voilà, ils n'ont certainement pas envie de voir débarquer des hordes de curieux qui vont aller faire on ne sait pas trop quoi. C'est un endroit très tranquille et je pense qu'ils veulent préserver leur quiétude. Donc voilà, on n'en dira pas plus. Et puis l'anonymat qu'on a voulu garder jusqu'à présent, il y est pour quelque chose. Là, si je témoigne aujourd'hui, c'est vraiment pas pour qu'on aille visiter ce bois, vraiment le laisser tranquille. Les amis chasseurs, moi je voudrais qu'on vienne sur ces amis chasseurs. Un détail que Gérard Deforge soulève, c'est qu'ils ne se parlent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils vivent chacun l'expérience. Et ils mettent du temps à en Oui, il y a parler. du temps qui se passe. Il se passe avant d'en parler. Alors, est-ce que c'est un effet de sidération ? C'est-à-dire, en fait, chacun se dit, waouh, on a vécu un truc extraordinaire, mais est-ce que les autres ont vécu la même chose que moi ? Est-ce que je ne vais pas être, un peu comme ce que disait Cynthia, est-ce que je ne vais pas être ridicule, quand tu parlais du collège, là, est-ce que je ne vais pas être ridicule en parlant ? Et en fait, ils se rendent compte que oui, ils ont tous vécu quelque chose, avec des petits détails. Les versions sont à peu près les mêmes, allez, à 90%. Voilà. Il n'y a que Monsieur D qui, lui, va beaucoup plus loin avec cette histoire d'abduction. Les autres n'ont pas été
n'ont jamais évoqué, n'ont jamais dit qu'ils avaient été enlevés, enfin quoi que ce soit. Ils ont parlé après ou pas? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Il y en a qui ont voulu oublier. Il y en a un, comme c'est dit dans le documentaire, qui a intégré ça, qui s'est dit ça existe. Voilà, je ne peux pas dire plus. Et il y en a un qui a des problèmes psychologiques, donc lui, il s'est plutôt occupé de ses soucis. Et les autres ont continué leur vie discrète, quoi. Le fait qu'on ait dit dans le documentaire que Cynthia était peut-être l'épicentre finalement de cette affaire. Est-ce que vous, Cynthia, vous avez la sensation d'avoir je dis pas une part de responsabilité dans cette histoire, mais une part je sais pas, pas de la responsabilité, mais en tout cas, vous avez été choisi comme étant peut-être le personnage central de cette histoire, parce que les autres, au-delà des expériences traumatisante. Moi, je me retrouverais avec des êtres avec des têtes d'oiseaux, etc., sur une table d'opération, je ne serais pas très rassuré. Mais vous, ça vous suit encore? Oui, ça me suit encore. Maintenant, si j'ai été choisie, si c'est le cas, j'en ai aucune idée. Ça me suit toujours. Mais j'ai développé des choses, en fait. Au départ, j'étais très réticente par rapport à ça. Quand vous dites développer, c'est-à-dire quoi? De la médiumnité, des facultés extrasensorielles? J'arrive à ressentir en fait les émotions des autres. J'ai beaucoup et j'ai trop d'empathie en fait. D'accord. M'analyse très rapidement les gens. Et puis j'ai des intuitions qui sont très très fortes. D'accord. Je prends le cas par exemple de ma maman. Elle devait revenir d'Espagne en fait toute seule. Et dès le matin en fait je me sentais très très mal. Je savais pas pourquoi et puis j'ai dit à un moment donné ma mère va avoir un accident au milieu de la France. Et mon entourage me dit mais ça va pas, mais dis pas ça, t'es pas bien, ne dis pas des choses comme ça. Et toute la journée, j'étais persuadée que ma mère allait avoir un accident au milieu de la France. Le soir, je dis à mon ancien compagnon, écoute, je mets mon téléphone en son, je vais prendre une douche, si mon téléphone sonne et que tu vois que c'est ma mère, tu décroches. C'était ma mère, donc il décroche, il me dit écoute, il faut que tu prennes le téléphone. Je prends mon téléphone, c'est ma maman qui m'explique, écoute Cynthia, tu t'inquiètes pas. J'ai eu un accident de voiture assez grave. Je suis à Brive, donc au milieu de la France. Et ça, je l'avais senti, en fait. Et c'est que des choses comme ça, tout le temps. Des maladies de certaines personnes, sans qu'elles puissent le dire, en fait, avant. Des cancers. Par exemple, je dis à des personnes, t'as le cancer, fais attention, t'as un cancer. J'en suis persuadée, je le sais. Ou alors, c'est vérifié, ça, quand j'imagine. C'est vérifié. C'est vérifié, et c'est le cas. J'ai encore... J'ai rien, moi. Je ressens rien là, pour l'instant ça va. J'ai peur. Il y a quelques temps, j'ai une de mes collègues, je lui disais tous les jours pendant 5 semaines, je lui ai dit écoute, t'es enceinte, je le sens, tu es enceinte, vraiment. Elle me disait mais ça va pas, mais arrête un peu et tout. Je lui ai dit mais si, tu es enceinte. Elle a fait des tests, elle était enceinte de 6 semaines. D'accord. Que des choses comme ça en fait, des intuitions très très fortes en fait, mais des choses qui viennent sans que je sache d'où ça vient. Est-ce que vous arrivez à appréhender tout cela? Est-ce que vous l'acceptez facilement ou est-ce que c'est compliqué? Ça a été compliqué à un moment donné. J'arrive pas à l'appréhender en fait. Ça vient vraiment d'un coup. Je peux pas. Au début, je l'acceptais pas forcément parce que c'était dur, parce que forcément de dire ma mère va avoir un accident de voiture très grave au milieu de la France et que ça se passe, c'est pas facile à accepter. On a l'impression d'être un petit peu coupable. Parce que j'avais pas prévenu ma maman du coup, parce qu'on m'avait dit de pas le faire. Donc maintenant je le vis beaucoup mieux. Mes émotions je les vis beaucoup mieux aussi parce que c'est vrai qu'il y a une certaine période où j'avais de très fortes émotions en fait qui pouvaient ressortir et en fait des énergies tellement fortes que il se passait des choses en fait à l'extérieur sans que je le contrôle et je le vivais très mal. Donc mais maintenant ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Ça pouvait aller jusqu'à des manifestations matérielles, enfin, des choses, tu vois, des objets qui se déplacent, des choses comme ça. Oui. Il y a eu ça? Oui, ça m'est arrivé 3 fois grand maximum dans toute ma vie, dont une fois en présence d'une copine, en fait. Je lui disais, écoute, je suis super heureuse en ce moment, ça va super bien dans ma vie. J'étais tellement heureuse. Je lui dis, il faut que je me calme parce qu'il va se passer quelque chose. Et je savais ce qui pouvait se passer. Et en fait, j'ai pas réussi à me calmer. Je lui ai dit, écoute, si vraiment, là, je pouvais t'expliquer ma joie, je sortirais de mon corps. Et en fait, j'ai fait bouger quelque chose devant elle.
Et ça l'a prise de panique, en fait, au point de ne plus vouloir me toucher, de me dire « Ah là là, m'approche pas ». Elle s'est mise à pleurer devant moi. Et en fait, après coup, j'ai ressenti une grosse fatigue, vraiment une énergie qui était toute basse. Il y a presque un côté poltergeist, c'est ça. Oui, c'est ça. Ce sont des choses qui reviennent aussi dans les cas de rencontre du troisième type. T'as pas mal d'affaires ufologiques où les témoins, après, observent. Voilà, on l'a vu avec le monsieur D, qui a constaté, alors il a eu la conjonctivite, mais après il voyait mieux qu'avant, par exemple. Après, tu as des gens qui effectivement développent ce qu'on appelle les facultés un peu extrasensorielles, des choses un peu curieuses. On a vu pas mal de cas aussi d'histoires où des personnes étaient malades et se sont retrouvées guéries totalement. Oui. Ouais. Ça, alors après, on ne sait pas très bien si c'est elle ou si il y a eu l'abduction de Carl Higdon, qui est très connu quand il revient. Normalement, il avait eu la tuberculose. Alors il raconte qu'il s'est fait abducter et quand il revient, on fait une radio et il n'a même plus aucune trace sur ses poumons. Alors qu'il devrait encore avoir des traces. On arrive bientôt au terme de cette émission consacrée à l'affaire Aravilliers, donc à cet ovni qui est passé ce 10 janvier 1998 sur la cime des arbres, comme ça, alors que des chasseurs, des amis chasseurs, se rendaient sur leur lieu de chasse. Je sais que ça fait réagir Thomas. Alors effectivement, ça fait réagir, comme tu le dis, Bob. Alors déjà, on a une petite question. Vous avez un tatouage Cynthia du bras gauche. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est en rapport avec ce que vous avez vécu ? Puis alors évidemment, on parle pas mal de... Alors peut-être que c'est un message qui aurait été envoyé par les extraterrestres à Cynthia et que peut-être qu'un jour, elle pourra nous dévoiler ce grand mystère. En tout cas, ça suscite beaucoup de réactions plus ou moins diverses, mais en tout cas, ça intéresse beaucoup de monde ce soir, Bob. Alors Cynthia, 2 questions. Le tatouage, c'est un rapport ? Du tout. Du tout. Donc voilà, ça c'est fait, ça c'est clair. Et finalement, elle est intéressante la question sur le message, ce que vous allez dire un jour, ou que vous direz peut-être dans 6 mois, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été donné comme information, vous le sentez, ou c'est quelque chose que vous avez, vous, à l'intérieur de vous, mais vous ne savez pas d'où ça vient ? Je l'ai à l'intérieur de moi sans savoir d'où ça vient. D'accord. Mais c'est une souffrance en fait. Ah bon ? Parce qu'il y a des choses que je sais, des fois il y a des informations qui viennent vraiment en masse, ou une appétence sur certains sujets, et en fait ça me prend la tête vraiment très très fort. Des fois je me dis mais j'en peux plus, je n'en peux plus, il faut que ça s'arrête. Ça vous prend la tête ? Ouais, c'est la tête pleine tout le temps, la sensation d'avoir toujours envie d'apprendre, la sensation d'avoir toujours une information, d'avoir toujours quelque chose en fait. Faut nourrir la bête quoi en fait. Faut nourrir, toujours. Faut nourrir, même des informations qui viennent, qui arrivent, des choses que je sais sans vraiment savoir d'où ça vient, comme je dis. C'est prenant. Il y a même des fois où je vais chez ma mère, je passe quelques jours chez ma mère, j'en pleure et je lui dis j'en peux plus. Désolée du terme, mais des fois je lui dis j'ai envie de me mettre la tête dans le mur, j'en peux plus, j'en peux plus, c'est prenant. C'est une souffrance parfois. J'imagine bien, c'est-à-dire qu'en fait d'être sans cesse sous pression cérébrale. Est-ce que quand vous êtes à Aravilliers, c'est plus fort que quand vous êtes ailleurs ? Alors j'y vais pas souvent. Mais quand vous y êtes, il y a un... Quand j'y suis, c'est plutôt des énergies un peu néfastes qui circulent. Ah ouais. Où je demande vraiment aux gens de ne pas me toucher. D'accord. Des fois, je demande, quand je suis en voiture avec ma mère, de lui dire on passe à Aravilliers, on passe devant la maison et tout. Mais je sens que c'est pas... je suis pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise. Est-ce que vous aimeriez que tout cela ne soit jamais arrivé ? Non, je pense que c'est quand même une bonne expérience. Avant, j'aurais voulu. Maintenant, je me dis pourquoi moi ? Et des fois, quand je suis en souffrance, je me dis ça aurait pas pu être quelqu'un d'autre et tout. Je le réfute un peu, mais non, je pense qu'avec le recul maintenant, comme je suis plutôt calme en ce moment, je pense que c'est quelque chose qui m'a été donné et quelque chose qui est plutôt bénéfique pour moi. En tout cas, c'est pas pour rien, je pense. Oui, donc il y a eu une intervention quelque part, en tout cas exogène, et vous avez la sensation que c'est pas pour rien. Voilà. C'est pas pour rien. Il y a peut-être quelque chose. Pour l'instant, je sais pas, et il y a des choses qu'on m'interdit. Mais... Et l'hypnose, vous avez tenté ? Oui. Ouais. Ça a donné quelque chose ? Alors, j'ai demandé à Gérard Deforge de me mettre en contact avec une hypnothérapeute qu'il connaissait bien, avec qui il travaillait. Donc j'ai pris contact une première fois avec cette personne. Et puis cette personne a dit une phrase en fait qui m'a dérangée
Pas moi personnellement, mais j'ai senti un stop, où j'ai senti l'interdit. Et là, j'ai demandé à cette personne qu'on arrête, en fait, qu'on ne commence même pas l'hypnose parce que c'était pas possible, en fait. Ah, alors, mais c'est son propos qui vous a empêché de faire l'hypnose, c'est que vous avez eu la sensation qu'on vous interdise de la faire, en fait. Oui. Ouais. Donc il y a une emprise quand même. Donc il y a une emprise quand même sur vous. Bah, je pense. Ah oui, quand même. J'imagine, en tout cas, puisque je ressens cet interdit. Donc j'imagine, comme ça vient pas de moi, forcément, c'est une emprise extérieure. C'est déroutant, ça, quand même. Et tu te dis que avec un autre thérapeute, hypnothérapeute, ça pourrait être possible, ou c'est vraiment, il y a un blocage vis-à-vis du principe de l'hypnose? Bah, en fait, disons que j'ai déjà pensé à avoir d'autres médecins, mais le souci, c'est que je me dis, en fait, ça va faire avancer la science. C'est peut-être égoïste ce que je dis, hein, mais moi, pour l'instant, j'ai besoin de comprendre le souvenir que j'ai. J'ai besoin de le comprendre, de le replacer, de comprendre un peu ma situation, de comprendre pourquoi ça s'est passé à ce moment-là, quand j'étais petite. Alors oui, il faut faire avancer la science, effectivement, mais pour l'instant, c'est pas ce que je cherche, en fait. Donc non, je me dirige pas vers d'autres médecins. Parce que c'est vraiment, quand j'ai voulu faire l'hypnothérapie, c'est vraiment été une phrase du type ça va faire avancer les choses. Et en fait, l'interdit... C'est ça qui est bloqué, oui. D'accord. Oui. Parce que ça pourrait rester très confidentiel avec une hypnothérapeute et que ce qui est dit reste dans un Normalement, cercle. ça aurait dû. Ouais. Et cette phrase-là, en fait, du coup, ça a été un gros Ça vous stop. a effrayé, quoi. Vous êtes dit- Pas moi. Vraiment, ça a été un stop. Net. Bon. On arrive au terme de cette émission consacrée à l'affaire Aravilliers, une affaire ufologique incroyable. On fait Thomas, un bilan. Qu'est-ce qui a été dit en gros? Qu'est-ce qui s'est dit sur les réseaux? Et après, on clôture. Alors écoute Bob, il s'est dit beaucoup de choses, évidemment, tu t'en doutes. Déjà, la première chose, c'est qu'on n'y comprend pas grand-chose, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'inconnus. Alors il y a beaucoup de choses aussi qui nous font penser que ça pourrait être, pourquoi pas, une expérience de l'armée, a priori, hein, Cynthia a bien démenti cela. On a aussi pas mal eu de personnes qui ont parlé, pourquoi pas, d'hallucinations collectives, mais a priori, bon... on n'a jamais vu de cas avérés d'hallucination collective. Et puis aussi, vous avez été assez nombreux à découvrir cette affaire. En tout cas, je crois qu'on a appris beaucoup de choses et on a découvert plein de choses. Merci Thomas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Cynthia d'être venue. C'est la première fois que vous témoignez? Oui. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir donné la primeur de ce témoignage. Merci. Vous êtes ici chez vous, dès que vous avez une information et que vous sentez apte à la donner, on sera toujours une oreille à votre écoute. Merci mon Jossan, parce que c'est grâce à toi qui a continué à enquêter. Petite contribution. Oui, mais c'est important. Quand il m'a dit qu'il vous avait en contact, eh bien j'étais ravi, donc, et je réitère mon ravissement. Merci à Mathis d'avoir réalisé cette émission, merci à Noémie de l'avoir préparée également à mes côtés, à tous les petits gars de la rédaction, que ce soit Thomas qui ce soir faisait les réseaux, encore Valentin, Simon, Hamza et tous les autres, et Camille aussi. Merci à tous les intervenants qui ont participé à ce documentaire, Pascal Fechner, Egon Krakl, Gérard Deforge, bien sûr Joslan et tous les autres. Merci à vous tous, abonnez-vous à BTLV, vous ferez une bonne action, salut. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais ».